bienvenue. Nous sommes avec Raphaël Antoven, professeur de philosophie, auteur, animateur radio et télé. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Mais moi aussi, je vous en Donc prie. aujourd'hui, on va parler de médias. Eh bien, dans votre dernier livre, d'ailleurs, vous en parlez, dans un monde submergé par les news. Comment ne pas se noyer dans l'actualité et les fake news aujourd'hui? D'abord, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'informations, mais beaucoup d'informations sont identiques. Plus il y a de gens qui s'expriment, moins il y a d'opinions en présence. C'est-à-dire que le sentiment d'être débordé vient aussi du fait que 1000 canaux nous envoient la même information. Donc, la première chose à faire, c'est de garder son calme. La deuxième, me semble-t-il, est de constater que l'actu fait semblant de changer, change faussement. Alors, je fais une exception pour l'invasion de l'Ukraine, si vous voulez. Mais en temps normal, d'un matin à l'autre, quand on écoute l'actu, on découvre des faits qui sont digérés par des formats homogènes et qui donnent le sentiment d'une répétition, une sorte de répétition différenciée. Et en fait, ce qui nous menace, me semble-t-il, dans ce flux, ça n'est pas tant le fait d'être débordé par quantité d'informations qu'on n'arrive pas à assimiler, que le risque de s'ennuyer. Le risque d'être tout simplement débordé plus que par les informations, par l'ennui, par l'impuissance, ou par le sentiment que les choses ne changent pas tant que ça. Le risque que nous courons n'est pas que le monde soit trop divers, mais qu'il devienne trop uniforme en se mondialisant. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut qu'on fasse attention aux craintes qui sont les nôtres, parce qu'il se peut qu'on se trompe de peur. Oui. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux problèmes qui se créent. C'est que d'un côté, ça devient de plus en plus anxiogène, où on développe encore plus la peur. Et d'un côté, on se désensibilise encore plus à tout ce qui se passe. Donc c'est assez contradictoire. J'ai l'impression que les deux sont présents. Ah, les deux sont présents, mais ils l'ont toujours été. Se désensibiliser, c'est... Comment dire? On a toujours été insensible. Une partie de nous-mêmes est insensible. Une partie de nous-mêmes mangera tranquillement en regardant des enfants mourir de faim. Ou ne voit aucun inconvénient à le faire, si vous voulez. Pire, pourra même trouver dans le reportage qui montre une famine une sorte d'exhausteur de goût pour son propre repas. Nous sommes tous un peu monstrueusement égoïstes aussi. Il y a quelque chose de cela en nous. Donc l'indifférence, c'est notre damnation d'une certaine manière, enfin notre damnation. Une damnation sans enfer, mais c'est ça. C'est ce qui fait de ce monde un enfer, justement, c'est le fait qu'on soit indifférent. Et puis de temps en temps, souvent par la peur, il arrive que, miraculeusement, on soit sensible aux douleurs qui nous sont épargnées. C'est-à-dire qu'on passe de l'indifférence, éventuellement de la bonne conscience, celui qui donne 10 € pour pouvoir dormir tranquille, il n'est pas moins indifférent qu'un autre. Donc, on passe de l'indifférence ou de la bonne conscience à une sorte de sollicitation permanente par le monde qui soudain vient nous poser d'énormes questions et qui nous déchire le cœur. Et tout l'enjeu, c'est de développer ce que Camus appelle un individualisme altruiste. C'est-à-dire d'être suffisamment égoïste et soucieux de son propre bonheur pour être capable de souffrir d'autres douleurs que les siennes. Voilà. Ce qui, en soi, est le travail d'une vie. Et du coup, quand on est par exemple sur les réseaux sociaux, on regarde les news ou même quand on est de toute façon sous l'influence des médias et du coup des algorithmes aujourd'hui, on tombe facilement dans ce qui est appelé l'effet bulle où on nous nourrit de ce sur quoi on clique. Donc par exemple, si je vais m'intéresser aux écureuils ou qu'une vidéo d'écureuil m'intéresse, tout d'un coup je vais me retrouver avec 10 000 vidéos d'écureuils. Et de la caisse d'épargne. Et sûrement de la caisse d'épargne, et je serai experte en écureuil d'ici une semaine. Comment on peut contrer ça? Comment on peut essayer de retrouver une curiosité et se questionner sur ce qu'on voit et ce qui nous est en fait amené sur un plateau? On ne peut pas. On ne peut pas? On ne peut pas. On ne peut pas contrarier en nous le désir de trouver intelligent celui qui pense comme nous. On ne peut pas. On ne peut pas lutter contre ça. C'est trop fort, c'est trop puissant. Dans les réseaux sociaux, c'est très intéressant. Vous commencez par vous intéresser à tout, et puis, de fil en aiguille, de proche en proche, d'adhésion en dégoût, vous finissez par ne suivre que les gens qui sont d'accord avec vous, et à qui, en toute vanité, vous attribuez une intelligence considérable à ce titre. Et on ne peut pas lutter contre cette tendance. Ou alors, il faut faire de la philo. Parce que, je prêche pour ma paroisse, parce que quel est le propre de la philosophie? C'est le syndrome de Tintin. Vous savez, Tintin s'intéresse toujours, à part les Picaros ou les derniers albums, il entre toujours dans une aventure
par l'intérêt qu'elle représente pour lui, mais sans y être, lui, partie prenante. C'est-à-dire que Tintin, c'est celui qui s'intéresse au monde séparément de l'intérêt qu'il a pour lui. La philo, c'est pareil. La philo vous apprend à vous intéresser à des phénomènes qui ne vous touchent pas. Parce qu'on part du principe qu'en réalité, nous sommes tous solidaires. Et donc, l'exercice de la pensée est une façon de se tourner vers le monde séparément du besoin qu'on en a. C'est la seule façon qu'on a trouvée de lutter autant que possible contre la pente qui consiste à se tourner systématiquement vers les gens qui pensent comme soi. Et en réalité, c'est un enjeu vital. Parce que quand on passe sa vie au milieu de gens qui pensent comme soi, quand on cherche en toute chose l'assentiment, quand on réduit l'intelligence au fait d'être d'accord avec quelqu'un, en réalité, le monde qu'on se donne est extraordinairement étroit. Et ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. C'est une façon de mourir de son vivant. Donc l'enjeu, en réalité, est essentiel. Il est essentiel de franchir le seuil de nos calculs ou de notre propre intérêt. Mais pour le faire, il faut qu'une discipline vous ouvre les yeux. Donc en conclusion, le meilleur remède pour faites de la philo. Voilà, c'est faire Mais faites de la philo. Je connais personne sur Terre qui ait fait de la philo et qui s'en repente. Je connais personne qui s'y soit, enfin, qui ait reçu ça et qui n'y ait vu un immense bénéfice. Je connais plein de gens qui n'aiment pas la philo parce qu'ils n'en ont jamais fait. Et au final, on philosophe sans le savoir. Peut-être qu'on questionne le monde qui nous entoure. Écoutez, on est né par hasard dans un monde qui s'en fiche et on va mourir sans savoir pourquoi on est passé par là. Si cette condition-là, qui est notre situation, ne fait pas de nous des philosophes, c'est à désespérer de la penser. C'est une très bonne journée. À vous aussi. Merci. Au revoir.